Webinaire. Donc, webinaire sur l'appel de projet pour des aliments québécois dans nos écoles. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire qui va porter plus particulièrement sur l'approvisionnement local et Muriel Vrins d'Équiterre va être en mesure de vous donner plus d'informations à cet effet. Donc, l'appel de projet pour des aliments québécois dans nos écoles s'adresse aux écoles primaires et secondaires publiques du Québec. C'est un appel de projet qui a pour objectif d'offrir davantage d'aliments sains, frais et québécois aux élèves en soutenant la mise en place de circuits courts et le développement de partenariats entre les écoles et les entreprises ou des coopératives agricoles de proximité. Donc, un appel de projet qui vise non seulement à favoriser la santé des élèves en les encourageant à adopter des saines habitudes alimentaires, mais aussi à contribuer au développement de systèmes alimentaires plus durables et qui favorisent finalement l'achat d'aliments québécois et des pratiques éco-responsables par les écoles. Donc, un grand merci évidemment à nos partenaires financiers, le MAPAC et partenaires de réalisation. Merci à Équiterre et à Aliments du Québec au menu. Donc, le MAPAC a une stratégie nationale d'achat d'aliments québécois pour une alimentation locale dans les institutions publiques et souhaite finalement que les institutions québécoises se dotent de sites d'achat d'aliments de chez nous pour augmenter leur consommation d'aliments locaux. Donc, c'est une stratégie qui repose sur 6 actions phares, dont l'une qui porte sur les établissements d'un partenariat avec l'organisation M361 qui porte cet appel de projet pour soutenir des établissements scolaires, primaires et secondaires publics dans la réalisation de projets pour favoriser l'achat d'aliments québécois. Donc, par sa collaboration au mandat, Équiterre met son expertise au service de 100 degrés et Muriel va pouvoir vous en parler plus en détail par la suite. Donc, accroître l'approvisionnement local à votre école, le webinaire aujourd'hui, c'est vraiment pour traiter des essentiels pour soumettre un projet de qualité dans ce cadre-ci. Alors, le webinaire se divise en 2 blocs, devrait durer environ 1 heure. On a quelques périodes de questions qui sont réservées où justement on va être en mesure de répondre plus précisément à vos questions. Donc, le bloc numéro 1, porte principalement sur le financement avec des questions et réponses sur le processus de dépôt de projet. Et le deuxième bloc traite principalement des défis et astuces en approvisionnement local. Et c'est Muriel d'Équiterre qui va être en mesure de vous donner toutes les informations à ce niveau-là. Donc, je vous invite à partager vos questions et vos sources d'inspiration. Vous pouvez utiliser le clavardage à cet effet. Donc, mon nom est Valérie Vivier de Zest Conseil. Nous accompagnons M361 dans cet appel de projet-ci. Vinciane Faulkner, qui est ma collaboratrice, va nous partager justement les questions qui ont cours à l'intérieur du clavardage, mais aussi des questions qui nous ont été envoyées préalablement que nous pourrons traiter pendant le webinaire. Donc, le financement, pour commencer, vous pouvez trouver toute l'information sur le site www.100degrés.ca/financement. Donc, sur le site de 100 degrés, on retrouve le lien vers le formulaire pour faire le dépôt de projet. Vous avez accès à une foire aux questions et aussi accès à plusieurs articles de soutien avec des conseils pour bien répondre à l'appel de projet, des histoires à succès d'écoles qui se sont mises en action pour vous inspirer dans vos projets et aussi plusieurs partages de trucs et astuces pour rassembler une équipe de projets de rêve pour rédiger votre projet. Donc, bref, une foule d'informations qui se retrouvent sur le site www.100degrés.ca/financement. Donc, qui peut soumettre un projet? Les projets doivent être soumis par les écoles primaires et secondaires publiques du Québec. Donc, bien entendu, ces projets peuvent être avec
plusieurs partenaires, des producteurs locaux, des distributeurs, etc. Mais les principaux porteurs de projets qui soumettent les projets en tant que tels sont vraiment les écoles primaires et secondaires publiques du Québec. C'est très important. Pour vous donner quelques exemples de projets admissibles, on souhaite recevoir des projets d'offres régulières de collations santé composés d'aliments frais, sains et locaux. Des projets, par exemple, de mise en place d'un comptoir à salade mobile afin d'offrir sur une base régulière des aliments frais, sains et québécois, ou encore la bonification d'un menu régulier de cafétéria avec des aliments frais et québécois. Par exemple, bonifier l'offre d'une distributrice alimentaire ou un réfrigérateur avec des aliments frais et québécois, ou encore le réaménagement de comptoirs de cafétéria pour laisser plus de place aux aliments frais, sains et locaux, ou encore tout autre projet novateur qui favorise l'accroissement de l'offre alimentaire frais, sains et québécois à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et donc, maintenant, ce qui est important de retenir, les éléments incontournables à soumettre avec votre projet. C'est très important qu'on y retrouve l'association avec un producteur agricole de proximité et ou un détaillant local et ou un transformateur, mais vraiment dans le but de favoriser le circuit court en approvisionnement de produits frais, sains et locaux québécois. L'accompagnement d'équitaires et l'adhésion au programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu est obligatoire. Les porteurs de projets doivent être membres d'une équipe école. Donc, comme je le mentionnais, il peut y avoir différents partenaires qui gravitent autour de l'école, mais le porteur de projet doit être membre de l'équipe école. Et bien entendu, la direction d'école doit être étroitement impliquée et se porter garant du projet. Une équipe multidisciplinaire composée d'expertises diverses de la communauté est bien entendu recherchée. Et Aliments du Québec fournit une grille de quantification pour être en mesure de préciser la cible que l'établissement scolaire souhaite se doter en matière d'approvisionnement de produits frais, sains et locaux. La formation hygiène et salubrité du MAPAC est obligatoire et finalement, l'implication des élèves dans une portion ou que ce soit en amont du projet ou dans son développement est un incontournable. Et maintenant, Muriel, qui est avec nous, Muriel Vrins, qui est gestionnaire de programme en alimentation durable chez Équiterre, va être en mesure de vous donner plus de détails sur la contribution d'Équiterre et d'Aliments du Québec dans ce projet. Donc, Muriel, à toi la parole. Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, comme mentionné, Équiterre est un heureux partenaire de réalisation de ce projet. Puis, on possède vraiment là, une vaste expertise sur la question d'approvisionnement local en milieu scolaire et institutionnel bâti au cours des dernières années. Plus précisément, notre programme d'alimentation vise à accélérer une transition pour que les organisations, les institutions se dotent de pratiques exemplaires en matière d'alimentation durable, donc en offrant des aliments qui sont sains, locaux, éco-responsables. Puis, on le fait de deux façons principalement. Une qui est d'augmenter la part d'aliments sains, locaux, éco-responsables dans les services alimentaires, de faciliter cette augmentation-là et aussi en renforçant l'éducation alimentaire dans les différents milieux, là, petite enfance, collège et jeunesse. Dans le cadre de cet appel de projet, Équiterre, on est vraiment heureux d'offrir un accompagnement à toutes les écoles qui seront sélectionnées dans la mise en œuvre du projet. On l'a mentionné dans le chat, mais c'est important de savoir que cet accompagnement-là est gratuit et vraiment offert dans le cadre justement de ce projet. Donc, vraiment grâce au financement de l'ensemble du projet. L'accompagnement il est composé de différentes stratégies, c'est-à-dire qu'on offre pendant l'année, justement, de réalisation de votre projet, on offre des formations virtuelles, des ateliers collaboratifs qui permettent le transfert de connaissances entre les écoles.
On offre également des entretiens personnalisés pour répondre là, plus particulièrement aux différents défis rencontrés par les milieux. On offre aussi des veilles où les responsables puis les membres des équipes écoles sont invités à venir poser leurs questions. On a aussi rassemblé là, plusieurs ressources dans une boîte à outils qui est à la disposition des écoles et finalement, on a un groupe d'échange Facebook pour vraiment faciliter là, les conversations et le transfert d'exemples, d'expertise, de connaissances entre les écoles. Comme mentionné aussi, on peut aller à la prochaine diapositive. On a aussi la chance de pouvoir compter là, sur Aliments du Québec pour appuyer là, l'accompagnement dans les écoles. Aliments du Québec offre un soutien pour l'identification des aliments québécois ainsi que l'adhésion, et encore une fois une mention, l'adhésion gratuite au programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu dans les institutions. Et c'est la façon là, justement d'avoir sa cible d'achat d'aliments québécois reconnue officiellement. Merci, Muriel. Donc, on arrive justement au bloc numéro 2 pour présenter les défis et astuces. Donc, à toi la parole. Oui, donc je reprends. Donc, dans le cadre de ce webinaire-là, on a décidé de vous présenter 2 défis qui sont en fait là, assez fréquents rencontrés par les écoles dans la planification puis la mise en place de votre projet. Puis pour chacun de ces défis-là, on va analyser les risques potentiels, puis ensuite, on va vous présenter là, quelques astuces pour pouvoir prévenir ces risques puis vraiment solidifier votre projet. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Juste avant d'embarquer, je vous ai parlé de l'accompagnement qu'Équiterre on offre. Juste vous mentionner là, que c'est ça, au fil des années, Équiterre, on a accompagné beaucoup d'institutions publiques. Depuis 2018, ici, Équiterre accompagne près d'une quinzaine d'écoles pour mettre en place des projets en alimentation durable puis des activités éducatives dans leur milieu. Ces écoles-ci ont reçu une bourse de la ferme à l'école qui leur ont vraiment permis d'impliquer les élèves dans la culture, la récolte, la préparation, la transformation, puis le service d'aliments sains, locaux, éco-responsables dans un comptoir à salade offert régulièrement. Puis, c'est vraiment là, un programme de bourse qu'on travaille en collaboration avec l'organisme de la ferme à la Cafétéria Canada. Ensuite, si on va à la prochaine diapositive, depuis mai 2021, Équiterre, on accompagne 35 nouvelles écoles partout au Québec. Puis ces écoles-ci ont reçu un financement dans le cadre de l'appel de projet 200 degrés, alimenter nos élèves pour des aliments sains, frais et locaux au menu des écoles, ainsi que la première édition du parcours Impulsion. Ces écoles, les 35 écoles sont vraiment réparties à travers le Québec, donc 15 régions administratives du Québec, et ont mis en place là, dans leur milieu une offre régulière de collation santé, un service de comptoir à salade ou encore ont bonifié là, le menu de la cafétéria scolaire avec un approvisionnement d'aliments québécois. Donc, on va être heureux d'en accompagner une prochaine cohorte justement là, grâce à ce présent appel de projet. Je vais passer là, le rôle d'Équiterre, je vous l'ai principalement dit, c'est vraiment de venir fournir là, un accompagnement aux projets, aux écoles qui sont sélectionnées pour vraiment venir soutenir, solidifier votre projet. Donc, on va aider tant au démarrage, à la consolidation, à la pérennisation, au soutien et à l'évaluation du projet. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, comme je vous l'avais dit, on a choisi 2 défis. Le premier, c'est vraiment le défi de la super ressource, quand tout repose sur les épaules, souvent d'une seule personne. Et on va vous présenter là, 6 astuces pour tenter justement de l'adresser. Et ensuite, le deuxième défi, c'est quand on a une multitude de petits projets là, en parallèle, mais sans nécessairement avoir une vision globale. Donc, le premier défi, puis peut-être juste mentionner aussi là, que beaucoup, on peut passer à la prochaine diapositive. Vous mentionnez que beaucoup de photos, évidemment, ont été prises là, avant la pandémie, donc c'est tout à fait normal. Là. Si vous ne retrouvez pas nécessairement toutes les mesures sanitaires appliquées, c'est parce que justement, si c'est le cas, elles datent d'avant 2020. Donc, on peut aller à la prochaine. Le premier défi, c'est ça, c'est vraiment quand tout repose sur les épaules d'une seule personne. Il y a beaucoup de projets qui ont été menés par une personne très, très enthousiaste, très, très inspirée, qu'on va souvent appeler une superwoman ou un superman. Ça peut être vraiment motivant de voir un leader de projet, de voir un ou une leader de projet, mais souvent, cette situation
elle risque d'être à l'origine de ce qu'on appelle un peu le syndrome de la super-ressource. C'est une situation dans laquelle une personne, justement, devient en charge de la coordination du projet, mais vraiment dans sa totalité. Puis dans le type de projet comme ici, on veut vraiment, si on veut qu'il soit durable, périn dans le temps, puis qu'il s'étende sur plusieurs années avec beaucoup de partenaires, bien, c'est sûr que ça va demander une charge de travail incroyable, pas juste au démarrage, pas juste au lancement. Donc, la consolidation, la pérennisation du projet ne dépend plus que de cette... Si c'est le cas, bien, à ce moment-là, vraiment, tout repose sur les épaules d'une seule personne, puis la consolidation, la pérennisation ne dépend plus que de cette personne-là et ça va générer beaucoup de travail. Évidemment, bien, je veux dire, ça vient pas tout le temps naturellement. Ce n'est pas le souhait. Souvent, c'est un défi qui prend racine parce qu'on manque de temps, on manque de ressources humaines. Un problème d'autant plus fréquent, là, justement, dans le contexte de la COVID-19. Souvent aussi, les projets liés à l'alimentation saine, durable dans les milieux scolaires sont liés à des convictions profondes de personnes qui veulent initier le projet. Ça vient vraiment les toucher à leurs valeurs. Donc, c'est pourquoi souvent, c'est ces personnes-là qui amènent le projet puis qui est difficile des fois de le passer dans d'autres mains. On peut aller à la suivante. Qu'est-ce que ça amène comme risque? Bien, d'abord, les risques, c'est de ne pas réussir à concrétiser certains partenariats pour diverses raisons, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire des démarches, des démarches de recherche pour entretenir les ententes ou encore un manque d'expertise ou d'idées de partenariat. Il est vraiment difficile d'avoir une expertise ou des contacts à la fois en approvisionnement, en agriculture, en agronomie, en éducation alimentaire, en gestion de projet. Donc, puis sans partenariat, souvent, bien, la personne responsable se sent encore plus seule. Le deuxième risque, c'est dans le fond de mettre en place un projet qui est non ou peu documenté, c'est-à-dire sans document de base pour que d'autres personnes puissent comprendre le projet sans devoir le passer par le ou la responsable. Donc, si celle-ci ou celui-ci n'a pas le temps d'informer les collaborateurs ou de s'absenter, bien, le projet est souvent sans référence puis il ne peut pas fonctionner ou n'est pas durable dans le temps. Dans la même idée, le projet qui est porté par une personne seule, bien, souvent, c'est une planification déficitaire parce qu'évidemment, on n'a pas toujours le temps, on est pris dans le feu de l'action, puis il nous manque parfois là, du recul pour planifier les différents objectifs, puis aussi garder là, le cap tout au long du projet. Et enfin, bien, tout le travail de planification, de documentation, de réalisation, d'entente, c'est vraiment beaucoup pour une personne. Donc, ce qui est le risque ici, c'est que malheureusement, des fois, le projet, bien, si la personne quitte, bien, à ce moment-là, le projet tombe à l'eau. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment éviter. Alors, allons tout de suite dans les astuces. Première astuce, c'est vraiment de documenter dès le départ, là, dès l'écriture maintenant du projet, dans le cadre de l'appel de projet, de vraiment bien le documenter. Donc, assurez-vous de décrire dès le moment où vous le planifiez chacune des étapes de réalisation du projet, d'inclure les contacts liés à ces étapes, comme par exemple soit le service traiteur, un fournisseur, un contact avec un producteur, un distributeur, un enseignant ou une ressource éducative. Puis réunissez vraiment l'ensemble des informations importantes au même endroit. Donc, vraiment avoir votre demande, votre contrat, vos contacts, vos fournisseurs, là, tout au même endroit pour que ce soit le plus facile de passer le dossier, de se le partager ou de le passer. Donc, c'est vraiment les deux. L'astuce numéro 2, c'est de toujours penser à former la relève. Donc, de vraiment bien s'entourer pour vous permettre d'éviter que s'il y a le départ d'une personne, que ça vienne mettre en péril la poursuite de votre projet. Donc, de former plusieurs personnes qui sont capables de reprendre les rênes ou de s'impliquer en cours de route en cas de changement dans l'équipe. Évidemment, là, je le sais que ce n'est pas toujours facile, c'est l'idéal, puis on doit aussi coopérer avec un contexte où des fois, là, le manque de ressources humaines est criant, mais c'est vraiment, là, si on peut, là, de vraiment pouvoir aller chercher le plus d'alliés possible autour de nous, puis ajouter à votre documentation aussi des procédures essentielles là, au fonctionnement du projet. Donc, par exemple, une marche à suivre pour faire la commande des aliments, pour préparer les collations. Donc, ça va permettre beaucoup plus de versatilité si une personne a à quitter. C'est ça.
Astuce numéro 3, c'est vraiment de planifier les objectifs. Donc, vous décidiez de mettre en place un comptoir à salade, d'offrir des collations ou encore de bonifier le menu de la cafétéria. C'est vraiment important, là, en fait, un incontournable d'établir des objectifs qui sont clairs. Ça va vraiment vous permettre, dans le fond, de ne pas s'égarer en cours de route, puis vraiment garder le cap, garder le focus sur l'alimentation saine, locale et éco-responsable au cœur du projet. Autant par l'approvisionnement, donc par les aliments qu'on offre, puis aussi dans les activités éducatives. Donc, il est important de se fixer des objectifs qui sont clairs, mesurables, réalistes. Ensuite, de se fixer aussi des indicateurs, comment on peut justement les mesurer pour suivre la progression de la réalisation du projet et les résultats obtenus. Donc, par exemple, si vous désirez une augmentation de l'achat d'aliments sains, locaux et éco-responsables à l'école de façon graduelle et permanente, vous pourriez vous donner un premier objectif d'augmenter de 10 votre volume d'achat d'aliments québécois au cours de la première année. Puis ensuite, ce pourcentage-là peut augmenter d'année après année. Par exemple, une deuxième année, ça pourrait atteindre 25 Donc, votre indicateur, c'est le volume d'achat d'aliments locaux qui est calculé là, justement en dollars. Donc, on extrait un pourcentage. Puis, c'est dans le cadre ici là, de l'accompagnement par Aliments du Québec au menu, on procède justement à un soutien à la quantification de l'achat local. Donc, on peut vraiment avoir le nombre, c'est un exercice qu'on fait dans le cadre, on a vraiment le nombre, le pourcentage, puis on peut voir là, plus clairement à l'augmentation graduelle. Vous devez aussi prévoir des activités éducatives en lien au projet. Donc, un objectif serait d'offrir une activité éducative par semaine au cours de la première année ou la deuxième année, la fréquence pourrait passer à augmenter un petit peu plus. Donc, ici, on a un indicateur qui est le nombre d'activités éducatives tenues par semaine ou par mois, dépendamment là, de votre projet. Ensuite, astuce numéro 4, donc de vraiment constituer une équipe solide. C'est une clé là, vraiment de la réussite de votre projet. Donc, de s'entourer de personnes qui ont des expertises pertinentes et complémentaires. Il est vraiment avantageux sur tous les plans de mobiliser une équipe école nombreuse et variée. Donc, ici, quelques exemples de membres de l'école ou de la communauté qui peuvent vous aider. Bien, premièrement, la direction qui doit être impliquée non seulement pour le dépôt du projet, mais vraiment à long terme. C'est particulièrement important dans le contexte de la pandémie. La direction a un rôle clé à jouer dans le bon fonctionnement, le déroulement de votre projet. Ensuite, il y a vraiment tout le personnel enseignant qui vont vraiment faciliter la sensibilisation, la participation des élèves, enseignants puis professionnels, là, évidemment. Ensuite, toute l'équipe du service de garde qui peut aider vraiment là, un soutien, qui peut aider à l'organisation d'activités de sortie et même carrément là, de services d'aliments. Il y en a beaucoup, il y en a que c'est des services de garde qui prennent vraiment là, tout le leadership de l'offre, par exemple, du comptoir à salade. Ensuite, c'est là où le responsable du service alimentaire, si par exemple l'école fait affaire avec un service alimentaire, parce que là, à ce moment-là, votre projet doit vraiment être inclus et cohérent avec ce qui est déjà existant dans votre école. Et finalement, il y a aussi les parents qui ont un bassin d'expertise vraiment intéressante puis diversifié, mais qui peuvent aussi là, offrir tant du temps et du matériel. Puis, il est important aussi là, de se répartir les rôles de façon équitable pour vraiment avoir une bonne gestion là, à long terme. Donc, par exemple, on peut penser qu'il est peu réaliste de donner le mandat à une maman bénévole, par exemple, de distribuer les collations pour toute l'année à venir. Donc, d'essayer vraiment de le répartir selon là, ce que chacun peut, selon vraiment leur contribution, leur disponibilité. Ensuite, la cinquième astuce, c'est vraiment de déléguer le travail. C'est une tâche essentielle de la part de la personne qui est responsable du projet. Si les premières étapes, les premières astuces ont été bien réalisées, donc la documentation du projet, des objectifs clairs, la formation de l'équipe école, puis la formation de la relève, bien, ça devient vraiment facile et naturel. La clé, c'est vraiment d'apprendre à faire confiance à son équipe, de stimuler l'intelligence collective, donc vraiment, par exemple, pour faire émerger des nouvelles idées, pour inclure les jeunes ou même garder là, un esprit critique et garder le cap. Et finalement, la dernière astuce, c'est de créer des partenariats vraiment stratégiques. Donc, pour solidifier votre projet puis accroître son impact,
c'est vraiment important d'unir ses forces avec des partenaires communautaires, donc qui sont vraiment ancrés dans la communauté autour de l'école. Soyez stratégiques, essayez de choisir des partenaires qui ont les mêmes objectifs que vous, puis qui viennent compléter votre expertise, donc qui peuvent amener des éléments que vous n'avez peut-être pas ou que vous voulez aller chercher là, davantage. Donc, recherchez un engagement concret de la part de partenaires. Lorsque c'est possible aussi, vous pouvez les impliquer, donc leur faire mettre la main à la pâte ou la main à la terre. Faites-les prendre aussi, prendre part aux discussions, mais surtout à l'action. Vous pouvez aussi les inviter à contribuer à l'organisation d'un atelier culinaire à partir de produits locaux, à l'inauguration ou lancement de votre projet, au service d'aliments. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut penser. Et surtout, là, soyez clairs à propos du type d'engagement que vous recherchez pour vraiment là, collaborer, démarrer la collaboration du bon pied, puis éviter là, toutes les ambiguïtés. Je passe en rafale quelques exemples aussi de partenaires clés dans votre région. Il y a les tables de concertation agroalimentaire qui ont vraiment, de votre région, qui ont vraiment une connaissance approfondie de la filière agroalimentaire locale, beaucoup de contacts avec les producteurs, les regroupements de producteurs, les distributeurs. Il y a aussi les organisations qui travaillent en alimentation ou en agriculture, comme par exemple des cuisines collectives, des jardins communautaires, des initiatives pour renforcer là, la sécurité alimentaire, les banques alimentaires. Ils peuvent offrir des services d'expertise conseil, tant pour la culture, la cuisine ou la distribution d'aliments. Il y a aussi les organismes qui travaillent auprès des personnes vulnérables, donc des maisons pour les aînés, des organismes de réinsertion sociale qui peuvent des fois offrir du temps parce qu'ils recherchent des opportunités d'activité pour leur clientèle. Il y a également les nutritionnistes, beaucoup dans le fond de centres de services scolaires, direction de la santé publique, des CIUS et des CIS, organisations pour la promotion de la saine habitude de vie qui ont des nutritionnistes et qui peuvent, entre autres, là, évaluer les besoins du milieu, s'assurer que les menus soient sains, à haute valeur nutritive, qu'ils soient diversifiés. Puis, ils peuvent participer là, vraiment à l'implantation des programmes de promotion de saine alimentation puis d'activités pédagogiques. Et finalement, bien, des producteurs, des productrices, donc en plus d'assurer la continuité de l'approvisionnement alimentaire, ils peuvent offrir des conseils des fois pour la culture d'aliments, puis ils peuvent vraiment là, être des soutiens à long terme pour votre projet. Donc, je vais m'arrêter juste quelques minutes pour voir s'il y a des questions à cette étape-ci. Est-ce que... Oui, Muriel, en fait, il y a une personne qui demandait si c'était possible d'avoir des écoles contacts ou des ressources qui ont déjà implanté un bar à salade local et sain au sein de l'école afin de pouvoir leur poser quelques questions, de savoir comment ils ont fait et donc de partir un projet gagnant, si on peut dire. Ben oui, tout à fait. On a quand même là, quelques histoires là, vraiment inspirantes. On en a quelques-unes aussi là, qui font l'objet sur notre site Internet. Pour les contacts précis avec les écoles, je vais peut-être juste me retourner là, vers M361 pour savoir est-ce qu'on peut diffuser là, la liste là, des écoles qui ont reçu là, le premier appel de projet, c'est-à-dire la cohorte 1. En même temps, je dirais que le site 100 degrés présente aussi beaucoup de différents de ces projets-là. Il y en a beaucoup qui ont été mis en lumière par différents articles et vous avez le nom de différentes écoles. On pense entre autres là, pour les comptoirs à salade. En fait, il y a l'école Louis de France, il y a l'école Saint-Denis sur Richelieu, il y a l'école L'Escale aussi. Donc, il y en a quelques-uns. Peut-être qu'on pourrait voir là, avec N361 à fournir là, quelques exemples. Oui, ben, j'ai pris les coordonnées de la personne, donc on pourra régler ça. Une autre question qui est quand même assez, je te dirais, assez pertinente, mais je ne sais pas si on va avoir la réponse tout de suite, mais c'est quelqu'un qui nous demande s'il y a des exemples d'initiatives porteuses en milieu autochtone. Par exemple, l'intégration de l'alimentation traditionnelle autochtone peut correspondre au concept d'aliments sains et de proximité. Exemple, travailler en collaboration avec des groupes de chasseurs-cueilleurs pour intégrer davantage de petits fruits traditionnels et ou de viande sauvage au menu de l'école. Donc, je ne sais pas si on va voir la réponse tout de suite, mais je trouvais que c'était une question quand même assez pertinente. Oui, très intéressante. Bien, en fait, au Québec, on n'a pas là, dans la quarantaine d'écoles pour l'instant soutenues, accompagnées, il n'y en a pas eu
à ce jour qui sont vraiment situés là, en communauté autochtone. C'est un souhait, par exemple. Donc, vraiment, allez-y. Si vous avez des beaux projets, on est vraiment là, ouverts. Je dirais que pour avoir travaillé là, avec l'organisation pan-canadienne de la ferme à la cafétéria Canada, dans d'autres provinces, il y a eu beaucoup là, d'exemples, beaucoup de différents projets de partenariat qui ont été faits avec justement des milieux, des communautés autochtones. Puis, il y a eu la mise en place là, vraiment de projets adaptés, de comptoirs à salade, mais justement qui reflétaient là, davantage là, les activités traditionnelles de chasse, de cueillette et également de pêche. Je pense entre autres là, un archipel au nord de l'île de Vancouver, Haida Gwaii, qui est vraiment, vraiment, là, je dirais, des belles histoires là, à s'inspirer. Puis sinon, vous dire que dans la cohorte 1 là, du premier appel de projet, bien, il y avait 2 écoles qui étaient, je dirais, plus en région plus éloignée. On en avait une justement aux îles de la Madeleine, l'autre sur la Côte-Nord aussi, qui ont mis en place soit des projets de collation ou vraiment là, de bonification du menu pour s'alimenter avec des produits de la région. Donc, voilà. Okay. Petite question rapide, une autre question qui vient d'être posée. Une personne, Mme Villain, nous dit que dans sa commission scolaire à Montréal, les collations sont subventionnées par la commission scolaire et qu'il y a déjà une liste de fournisseurs. Donc, elle aimerait savoir comment elle peut travailler avec ce cadre-là. Est-ce qu'on a des exemples déjà de savoir comment travailler avec... c'est déjà quand même bien encadré, là, la collation. Bien, je le sais que le Centre de services scolaires de Montréal fait beaucoup là, d'efforts justement par rapport à l'approvisionnement en aliments locaux. Donc, des fois, c'est de travailler parce que je dis que ce soit dans le fond, parce que le Centre de services scolaires de Montréal travaille beaucoup, là, principalement en autogestion, mais quand même, il y en a qui travaillent, il y en a aussi au sein du centre qui c'est des traiteurs ou des entreprises de services alimentaires. Donc, c'est vraiment possible de travailler avec eux, de le demander. Justement, on souhaite avoir une offre, là, justement, que la provenance de ces aliments-là offerts soit de provenance québécoise. Donc, c'est vraiment d'entrer en collaboration et de travailler avec eux pour voir là, comment c'est possible. Et merci beaucoup. On va poursuivre la présentation et on aura une autre période de questions un peu plus tard. Donc, maintenant, on arrive au deuxième défi. Donc, Muriel, si tu veux nous partager au niveau du deuxième défi. Oui, donc on va se pencher sur la situation où une ou plusieurs personnes qui sont motivées, enthousiastes, ils connaissent un foisonnement d'idées, puis ils ont plein d'ambitions. Donc, souvent, on ne planifie pas un projet, mais plutôt une multitude de projets. Mais parfois, des fois, c'est comme plein de petits projets satellites ou en parallèle qui sont très, très pertinents, très, très intéressants, mais qui malheureusement n'ont pas toujours de lien ou de cohérence entre eux. Donc, sans lien, c'est difficile, dans le fond, de participer à une vision d'ensemble puis un projet global. Donc, un exemple ici, une école, bien, elle développe un jardin pédagogique. Ensuite, elle va développer des activités en classe. Ensuite, elle va développer un comptoir à salade. En soi, c'est une suite logique, mais sans lier les activités puis mobiliser, puis sans nécessairement lier toutes ces activités-là ensemble, puis mobiliser autour d'une vision commune. Ça peut marcher vraiment là, de développer ça de façon séparée parce que souvent, bien, justement, on a accès à un financement qui nous permet de mettre sur pied un aspect. Mais c'est important, par exemple, de toujours essayer d'avoir cette vision globale-là pour ne pas perdre là, des joueurs en cours de route. Encore une fois, ça ne vient pas de façon volontaire, tout ça. Les racines de ce défi-là, souvent, c'est une difficulté de prioriser, de faire des choix. Encore une fois, le projet touche vraiment à des valeurs, des convictions profondes, puis des fois, c'est difficile de renoncer à certains aspects. On a envie de tout faire en même temps, puis c'est bien normal. Mais évidemment, bien, ça amène souvent là, une difficulté à planifier là, à plus long terme l'ensemble des ambitions. Puis aussi une difficulté à rassembler les forces vives parce que souvent, bien, ça nous apparaît là, quand même plus gros parce qu'il y a plein de choses à faire. Puis, on va tomber aussi un peu plus dans du travail en silo parce que les actions vont être plus séparées, isolées.
C'est vraiment caractéristique de projet où aucun objectif global a été fixé ou décliné en sous-objectifs clairs et réalistes. L'impact des mini-projets risque alors d'être diffus, mais évidemment, là, ce n'est pas le seul risque. Donc, vraiment, quand on regarde les risques potentiels, en plus de multiplier le travail, les multiples projets rendent vraiment les objectifs peu clairs. Donc, les membres de la communauté scolaire, ils vont travailler davantage en silo, puis il devient difficile de s'y retrouver. Donc, ça peut aussi créer là, de la démotivation ou même un épuisement de l'équipe. Sans vision globale ou objectif clair, il est difficile aussi d'être convaincant. Donc, des fois, c'est plus difficile d'aller chercher les partenaires locaux, les faire embarquer dans le projet, surtout s'ils cherchent une implication là, à moyen ou à long terme. Puis finalement, en multipliant les efforts dans plusieurs projets qui ne sont pas nécessairement liés ensemble, bien, la pérennité du projet peut être plus difficile. Ça peut s'essouffler puis pas nécessairement là, perdurer dans le temps. Donc, par exemple, on crée des outils de communication puis de promotion différents pour chaque projet. Ce n'est pas toujours transférable, donc ce n'est pas réutilisable. Donc, finalement, bien, en bout de ligne, il ne dure pas là, dans le temps. Mais comment contrer tout ça? Alors, si on regarde la première astuce, c'est vraiment en analysant l'offre alimentaire qui est déjà en place dans votre école, vous pouvez là, vraiment déterminer avec votre équipe la problématique dès le départ, c'est-à-dire l'enjeu auquel vous souhaitez répondre. Puis, en identifiant cette problématique-là, vous serez vraiment mieux à même de déterminer le type de projet d'approvisionnement local que vous souhaitez mettre en place pour améliorer la situation que vous venez de déterminer, donc la problématique. Ainsi, aussi, ça peut être intéressant de vous former, de former votre rêve partagé, puis d'entériner vraiment une vision du projet dès le départ. Parce que ça va vraiment faciliter la mobilisation de votre équipe qui, qui à ce moment-là, va être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est quoi le souhait? C'est quoi notre rêve? Parce que si tout est décousu en matière d'objectifs, c'est moins tentant pour les partenaires de s'impliquer et ça peut être aussi là, démobilisant pour l'équipe du projet. Aussi de savoir que vous allez pouvoir mesurer l'atteinte de cet objectif-là, puis des sous-objectifs, ça contribue vraiment là, à l'atteinte de la vision. Si on regarde l'astuce numéro 2, s'assurer vraiment que les demandes de financement répondent bien à l'objectif. Donc, si vous fixez un objectif global puis des sous-objectifs clairs, ensuite, il devient vraiment plus facile d'arrimer les demandes de financement. Donc, il est possible de repérer rapidement simplement si le financement est adéquat et il peut cadrer là, justement avec votre projet. C'est un réel là, gain de temps. C'est sûr que, bon, évidemment, on le sait, des fois aussi, on voit il y a des opportunités de financement, puis il faut aussi être réactif à ces opportunités-là. Mais c'est toujours bon, là, vraiment, de se reposer la question à savoir est-ce que vraiment là, l'objectif du financement répond à l'objectif du projet que je souhaite mettre. Ça va être un gain d'énergie parce que c'est ça, sauter sur chaque demande de financement, ça peut être gagnant quelquefois, mais ça peut aussi engendrer là, beaucoup de travail en plus, puis mener là, parfois aussi à l'épuisement de l'équipe. Donc, il faut essayer là, d'éviter les détours inutiles. Ensuite, l'astuce numéro 3, c'est vraiment bâtir sur l'existant à l'école et dans la communauté. Souvent, on ne part pas de zéro, loin de là. Donc, c'est vraiment important de regarder là, qu'est-ce qui existe autour de nous. D'expérience, on peut vraiment vous assurer qu'il est toujours préférable de venir bonifier l'offre alimentaire de votre école plutôt que d'essayer vraiment de bâtir un projet en parallèle. Souvent, ça va être énormément énergivore de repartir à neuf. Donc, l'existant donne une place à de la bonification qui peut avoir un maximum d'impact. Évidemment, s'il n'y en a pas, là, on peut vraiment le partir de zéro. Mais si vous voyez qu'il y en a déjà, regardez là, qu'est-ce qui est vraiment disponible. C'est aussi le meilleur moyen là, d'ancrer votre projet dans la réalité de votre milieu. Vous pouvez vous appuyer aussi sur une collaboration avec le service alimentaire ou le service traiteur qui est déjà présent ou encore sur l'approvisionnement de votre jardin pédagogique ou d'une serre qui est déjà en place dans votre milieu. Par exemple, si votre école est située en milieu défavorisé et souhaite privilégier
l'accès aux aliments frais et locaux pour tous les élèves. Il peut être judicieux de prévoir des mesures pour permettre aux élèves moins nantis de manger à la cafétéria ou d'améliorer l'accessibilité au système de collation. Il y a des écoles qui ont mis en place des comptoirs à salade puis qui arrivent à l'offrir gratuitement à tous les élèves et ce, sans discrimination, une fois par mois. Donc, ça, c'est vraiment une belle opportunité. Si votre école travaille déjà aussi avec un service alimentaire, le comptoir à salade peut être l'option à privilégier pour augmenter la consommation de fruits et légumes québécois dans votre école. Il y a certaines écoles qu'on a accompagnées qui ont développé une très belle collaboration avec leurs fournisseurs, leur entreprise de services alimentaires qui a vraiment beaucoup coopéré pour augmenter l'apport d'aliments sains et locaux. Et finalement, la dernière astuce ici, c'est vraiment la théorie des petits pas. Donc, rester réaliste, rester ancré dans la réalité de son milieu. On voit souvent des immenses projets qu'on souhaite justement révolutionner tout d'un coup. Mais encore une fois, ça peut être démotivant, puis ça peut être lourd pour l'équipe. Plus lourd pour l'équipe qu'autre chose. Ça peut aussi pénaliser énormément dans une demande de financement si le projet n'apparaît pas faisable ou réaliste. Donc, d'essayer vraiment d'y aller un geste à la fois, petit pas, pour le voir grand au fil du temps. Puis aussi, très, très important, se nourrir de ses succès. Comme je dis, c'est très, très rare qu'on part à zéro. Je pense que même dans les dernières années, on a fait des bons au niveau justement d'une plus grande autonomie alimentaire, un plus grand achat local, achat d'aliments locaux autour de nous. Donc, c'est vraiment important de réaliser que les petits pas solides, réalisés un à la fois, sont un gage d'une plus grande pérennité et donc d'un impact. Il n'est pas impossible de réaliser plusieurs projets à la fois, loin de là, mais plutôt et plusieurs petits pas à la fois, mais justement à condition que tous ceux-là s'en aillent dans la même direction. Pour terminer, tous ces éléments de succès se retrouvent dans un petit schéma récapitulatif ici. On voit vraiment que c'est vraiment des ingrédients clés qui sont nécessaires pour la réussite de votre projet. Donc, à chacune des étapes, on les a aussi distinguées entre l'étape de démarrer un projet, le consolider, puis le pérenniser. Donc, vous aurez aussi évidemment accès à la présentation pour pouvoir regarder de plus près le schéma. Puis, on voit le petit résumé aussi des incontournables, des éléments essentiels aux différentes étapes de mise en œuvre de votre projet. Ensuite, on voulait aussi vous laisser quelques trucs pour développer un approvisionnement alimentaire local et éco-responsable en milieu scolaire, équitaire en collaboration avec Aliments du Québec et le MAPAC. On a réalisé une série de fiches pratiques, la recette clé pour un approvisionnement alimentaire local et éco-responsable dans différents milieux. Il y en a une de celles-là qui est spécifiquement pour le milieu scolaire. Puis aussi, on a réalisé, en fait, 100 degrés a réalisé 2 articles du webzine en ligne 100 degrés qui ont été publiés en novembre dernier pour vous aider à fixer une cible d'achat d'aliments québécois et à l'atteindre. Et comme je mentionnais aussi, il y a aussi d'autres articles qui présentent des histoires d'écoles inspirantes aussi. Donc, c'est vraiment un site à consulter pour aller prendre exemple et s'inspirer de d'autres histoires. Alors voilà, ça fait le tour. Je pense qu'on a encore le temps pour reprendre quelques questions. Oui, mais en fait, je te dirais qu'on semble avoir fait une présentation fantastique parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'autres questions. Une question qui nous est revenue, mais que je pense qu'on peut déjà répondre, c'est est-ce que les OBNL et les camps d'été sont admissibles pour promouvoir l'achat d'aliments locaux durant l'été? Eh bien, la réponse, je crois, est non parce que c'est uniquement les écoles primaires et secondaires. Si je peux me permettre une petite précision, oui. Par exemple, au niveau des camps d'été, tout à fait. Par exemple, au niveau des OBNL, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'ils peuvent agir en tant que partenaires parce qu'on en a vu des projets. Donc, il faut vraiment que le demandeur, comme les filles l'ont mentionné, que le demandeur, le porteur du projet soit l'école, mais ils peuvent s'allier avec des partenaires, un OBNL. Dans le cas d'une école, c'est un OBNL qui est le traiteur avec qui
qui ils ont travaillé l'offre d'aliments locaux et qui vient justement là, servir une fois par semaine le repas. Donc, les OBNL peuvent faire partie du projet, mais ne peuvent pas nécessairement être le demandeur. Et autre question qui est un peu dans la même veine, mais est-ce que les centres d'éducation aux adultes sont admissibles? S'il y a une fréquentation faite par des élèves du secondaire, oui, c'est admissible. Parfait. Quelqu'un nous demande aussi, pouvez-vous redonner les exemples de mesures de succès? Donc, ça, est-ce que c'était dans la présentation? Moi, j'avoue que je répondais au chat, donc j'avais beaucoup de questions, donc je n'ai pas vraiment porté très attention à la présentation, mais donc, M. Rigaud demande si on pourrait redonner les exemples de mesures de succès. Je ne sais pas si c'est ça que vous faisiez référence. Je pense que l'ensemble, dans le fond, de la présentation, l'objectif, c'était là, de donner là, différents exemples de mesures de succès. Je ne sais pas si vous faites référence, entre autres, là, au schéma récapitulatif dont je vous ai parlé, donc à l'étape de démarrage. Les mesures de succès, elles sont quoi? Elles sont de définir le projet et ses objectifs. Elles sont de constituer l'équipe idéale, de cibler ses besoins, de penser justement hygiène et salubrité aux bonnes mesures à mettre en place, de faire des liens, des partenariats avec des fournisseurs locaux, d'élaborer des menus sains, donc à qualité nutritive, qui sont à partir d'aliments québécois et le plus possible éco-responsables, s'inspirer de champions, donc aller prendre des exemples et finalement avoir un plan de match qui est concret, facile et atteignable. De toute façon, on peut rappeler aux gens que le PowerPoint pourra leur être envoyé, là, donc ils pourront avoir le récapitulatif là, de tout ce que tu as présenté aujourd'hui. J'ai une autre petite question qui rentre. D'accord. OK, bon, je vais la gérer, celle-ci. En attendant, parfait. On a quand même aussi un récapitulatif des questions les plus souvent posées. Donc, on va faire un petit retour rapide sur ces éléments-là. Ce sont des informations que vous pouvez retrouver dans la foire aux questions sur le site de 100°/financement. Mais quand même, on vous les présente ici. Donc, le montant maximal accordé par projet est de 15 000 $ par établissement scolaire. Comment peut-on impliquer les élèves dans le projet? Donc, voici quelques exemples. Préparation de collations intégrant des aliments locaux, visite de ferme d'un producteur, les solliciter afin de choisir des aliments et des activités découvertes de légumes, création de menus. Donc, toutes ces façons sont des façons d'impliquer les élèves directement et faciliter leur exposition aux aliments frais, sains et locaux. Comment impliquer la cafétéria? Il s'agit d'une concession, donc en référant à Aliments du Québec au menu, qui pourrait les conseiller sur les meilleures façons d'ajouter des aliments locaux à leur menu. Je crois, Muriel, qu'Aliments du Québec a vraiment plusieurs éléments de précision sur comment impliquer justement des concessions alimentaires dans ce type de projet, n'est-ce pas? Oui. Un ambassadeur peut-il m'aider à rédiger mon projet? Donc, comme je vous l'ai mentionné d'entrée de jeu, le mandat des ambassadeurs est vraiment de vous guider dans les grandes lignes de votre projet et de vous référer vers une ressource afin de répondre à vos questions, mais ne sont pas là pour soutenir la rédaction du projet. Quand et de quelle façon recevrons-nous le financement? Donc, les porteurs de projet vont recevoir une réponse à partir du 3 juin. Et les projets retenus reçoivent un premier versement de 90 % à la signature du protocole d'entente et le 10 % restant est envoyé suite à l'acceptation de la reddition de compte. Et par rapport à la reddition de compte, doit-on garder nos factures? Bien entendu, vous devez garder toutes vos factures afin de remplir le formulaire de reddition de compte, justifiant les montants dépensés à la fin du projet. Est-ce qu'une enveloppe est réservée par région par rapport à cet appel de projet-ci? Non, il n'y a pas d'enveloppe réservée. C'est une enveloppe globale pour
l'ensemble du Québec, mais il y a quand même un souci d'équité qui est pris en compte lors de l'analyse des projets pour s'assurer qu'il y ait que chaque région du Québec, en fonction du nombre de projets déposés, soit en mesure de pouvoir avoir des projets qui se déploient dans leur région. Allez-vous promouvoir les projets financés dans vos outils de communication? Donc, oui, bien entendu, 100 degrés prévoit réaliser des relations de presse régionales pour annoncer le soutien au projet suite à l'analyse. Deux autres petites questions, Valérie, dans le chat. Premièrement, une question qui nous demande, est-ce que c'est possible d'embaucher un chargé de projet étant donné que des fois, certains des projets sont quand même longs à monter, est-ce que c'est possible d'embaucher un chargé de projet, donc de le rémunérer à même les fonds accordés par Québec en forme? Par M361. Oui, désolé, par M361, désolé, un passé qui me revient. J'ai regardé dans le guide, je pense qu'on va répondre à Mme Villain à cette réponse-là parce qu'il y a effectivement une réponse dans le guide, mais ça ne semble pas clair. Donc, Mme Villain, on va vous revenir là-dessus. Simplement me mettre votre courriel dans le chat et puis je vais vous revenir là-dessus. Madame Legault qui nous demande aussi, bon, le max accordé est de 15 000 $ mais le budget global est de combien? Combien de projets peuvent-ils être mis de l'avant? Donc, un seul projet, je crois, est possible par organisation, mais le budget global, il n'y a pas de limite dans le fond. En fait, le budget, l'enveloppe globale pour l'appel de projet, oui, vas-y, Myriel. C'est ça, la question ici était de savoir combien de projets au total vont être sélectionnés, c'est quoi l'enveloppe globale? Ah, d'accord. Je pensais que combien de projets une école pouvait déposer. La question pouvait, OK, d'accord. L'enveloppe globale pour l'appel de projet est de 400 000 $, je crois. On va faire la vérification, on va pouvoir vous répondre plus précisément par rapport à l'enveloppe globale. D'accord. Et il y a plusieurs personnes, c'est ça, qui veulent avoir la réponse concernant les honoraires d'un chargé de projet. Je reçois là tous les courriels, donc ne vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer la réponse et on enverra la réponse aussi là, pour le nombre de projets qui pourront être mis de l'avant et le budget global. On va vous faire un petit document avec les questions les plus importantes. Là. Je sais que M361 est en train justement de travailler un peu sur quelques questions à répondre. Donc, on vous enverra tout ça avec la présentation PowerPoint et le lien aussi de rediffusion du webinaire. Parfait, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je regarde aussi. Bravo à tous et merci pour ces informations. Tant mieux, tant mieux. Et puis, quelqu'un nous demandait aussi comment rentrer en contact avec un ambassadeur, une ambassadrice. Donc, leurs coordonnées sont sur le site de 100 degrés. Là, vous allez avoir leur adresse courriel. Donc, si vous souhaitez les rejoindre et leur poser des questions, ils se feront un plaisir de vous répondre. Sur l'espace de 100 degrés, / financement, si vous allez au niveau de l'appel de projet, de cet appel de projet-ci, vous allez trouver justement les différents ambassadeurs avec leurs coordonnées, mais si toutefois vous avez des questions pendant la rédaction de votre projet, vous pouvez toujours envoyer un courriel à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran à projet@m361.ca. Et à ce moment-là, que ce soit des personnes de l'équipe de M361 ou Vinciane et moi, 2S Conseil, ou encore les ambassadeurs vont vous répondre le plus rapidement possible. Donc, Muriel, un grand merci de ta présentation, ton expertise. Merci beaucoup. Merci, Vinciane, et merci à nos participants. Bien entendu, les questions qui sont restées en suspens, on va pouvoir vous répondre rapidement, faire les validations et vous revenir avec des réponses précises. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une excellente rédaction de projet. Et 523 000 à distribuer. Parfait. Merci pour l'enveloppe. On vient de me glisser à l'oreille. Parfait. Merci. Merci.
Donc, merci tout le monde et une excellente fin de journée. Au revoir.